David Lynch était né en 1946, et depuis qu'il nous a quittés, le monde commence à devenir un peu... comme avant sa naissance. Peut-être que c'était lui qui maintenait l'équilibre dans la force. On sait pas. Mais pour penser à autre chose, si on allait au cinéma, qu'est-ce qu'on avait comme sortie le 15 janvier? Ah ouais, un film sur l'héritage de la violence masculine, un film sur deux cousins juifs new-yorkais qui visitent la Pologne, un film sur une personne riche et puissante qui ne contrôle pas ses pulsions, un film où le réchauffement climatique a engendré une montée des eaux telle qu'il n'y a plus que des animaux sur la planète. Pile dans l'actualité, tout ça c'est parfait. Heureusement que la semaine suivante, on a le retour de Mel Gibson, une affaire d'enlèvement d'enfants et un égomaniaque addict joué par un singe. Ouais, bon, on va parler de tout ça, mais tant qu'à faire, on va commencer par celui où il y a des petits animaux mignons, hein? Ça va nous faire du bien. Bienvenue dans ce deuxième Ciné-Popcast, le podcast d'actualité ciné, mais pas que. C'est dispo sur YouTube, Spotify, Apple Podcast et bientôt sur Deezer. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, laissez une note, un commentaire, partagez-le. Vous connaissez, je fais ça vite fait en début d'émission, comme je viens de lancer le podcast, faut bien essayer de faire un peu de pub. Bon, maintenant on parle ciné. On en a vite fait parler dans la dernière émission, Flow, le film d'animation franco-belgo-letton de Gins Zibalodis, est en train de faire un joli parcours dans les cérémonies de récompense. Lui qui avait raflé 4 prix quand il avait été diffusé au prestigieux Festival du film d'animation d'Annecy, dont le prix du jury et le prix du public, est reparti avec le Golden Globe du meilleur film d'animation, battant des Robots Sauvages, Vice Versa 2, Vaiana 2, ou Voilà c'est gros mythe, et vient d'être nommé aux Oscars non seulement comme meilleur film d'animation, mais aussi comme meilleur film étranger. Il était sorti il y a plusieurs semaines en France, mais on l'attendait encore en Belgique. Il est enfin arrivé ce 15 janvier, alors voyons voir ce que ça vaut. Des films d'animation, il nous en arrive plein tous les ans, mais Flow, c'est un cas à part, qui fait des choix osés. Par exemple, les animaux se comportent comme des animaux. Il n'y a pas d'anthropomorphisme. Les chiens vont faire les chiens, les chats sont des chats, les oiseaux sont comme ceux qu'on peut croiser dans la rue. Vous avez compris l'idée. En partant de ce postulat, vous imaginez bien qu'il serait illogique de les faire parler. Donc, ils parlent pas. Ils miaulent, ils aboient, ils gazouillent, ils crient, mais jamais un mot. On n'aurait quand même pas idée de chercher à fond le réalisme pour derrière les faire parler ou chanter. Un Disney! Et comme je l'ai dit, il n'y a pas d'humains dans le film. On ne saura jamais s'ils ont déserté la Terre, peut-être qu'ils sont partis sur Mars avec Elon Musk, on sait pas, ou si tout le monde est mort. Mais en tout cas, ils sont plus là. Flow est donc techniquement un film muet, qui ne se repose que sur son animation et sa musique, qui pour le coup est incroyable. Le scénar tient en 2 lignes, on va suivre un petit chat qui ne sait pas nager, qui tente de survivre face à une montée des eaux très rapide. C'est tout. Il va croiser plein d'autres animaux sur sa route, un chien, un capybara, un lémurien, un oiseau qu'on appelle apparemment un secrétaire ou un messager sagittaire, bref un grand oiseau blanc. Tout ce petit monde va se retrouver sur un bateau et voguer, je dirais pas d'aventure en aventure parce que ça reste pour la majeure partie un film très calme, plutôt d'événement en événement. J'ai pas envie d'en dire trop, il y a des envolées splendides, des moments de grâce, de poésie, dans ce film qui sont rares dans le cinéma d'animation. Il y a une séquence en particulier vers la fin du film qui m'a laissé bouche bée. Et j'aurais honnêtement aimé que ça ose se terminer comme ça, mais bon, malheureusement, derrière, il y a une fin un peu plus conventionnelle, c'est pas grave, ça reste excellent. Les relations entre les personnages sont souvent très drôles, tout en restant dans ce réalisme, qu'on doit parfois mettre un peu de côté, faut bien l'avouer. Quand l'oiseau commence à comprendre comment diriger l'embarcation, faut un peu suspendre son incrédulité, mais dans l'ensemble, sans trop forcer, c'est mon film de cette 3ème semaine. Niveau animation, ne vous attendez pas à la précision et aux détails d'un Pixar, on est clairement pas sur le même style, on est plus proche de certains jeux vidéo indépendants, mais on s'y habitue rapidement, et ça a un vrai charme. Autre chose, c'est complètement pour les enfants, mais peut-être pas trop jeunes. Flo aime prendre son temps, étirer ses plans, ses scènes, ça appelle parfois à la contemplation, et le manque de dialogue fait que je sais que certains enfants ont eu du mal à rester concentrés dessus. Ça en même temps, quand tu laisses ton gamin de 3 ans scroller sur des TikTok de la patte patrouille, faut pas s'étonner qu'il puisse pas se concentrer dès qu'on lui montre un bon film, hein. Pardon, c'est sorti tout seul. Vous l'avez compris, Flow, c'est un film d'animation unique, et si vous l'avez loupé en salle en France ou en Belgique, il y aura sûrement bientôt moyen de le rattraper, mais si vous avez l'occasion de le voir sur grand écran, il y a encore des séances un peu partout, tant en France qu'en Belgique. Foncez parce que c'est une super expérience. En parlant de bête à poil et de super expérience, si on parlait d'une expérience beaucoup moins sympa. En 2020, Leigh Whannell, connu avant ça principalement pour être le scénariste de plusieurs films de la saga Saw, mais aussi l'un des 2 acteurs du premier, pas le Docteur Blond, l'autre, celui qui se réveille dans une baignoire, avait surpris tout le monde avec son Invisible Man, apprécié tant par le public que par la critique. Cette relecture actuelle, réaliste et féministe était vraiment pas mal, et quand on a annoncé qu'il allait maintenant s'attaquer à l'un des autres monstres d'Universal, le loup-garou, perso j'étais chaud. Parce que les films de loup-garou, j'adore ça.
Même ceux un peu décriés, genre celui avec Benicio del Toro, Wolfman, réalisé par Joe Johnston, remake de celui de 41, j'avais kiffé. Pareil pour Wolf avec Jack Nicholson, sorti en 94. Et mon préféré, parce que je ne suis pas original, c'est Le Loup-garou de Londres, évidemment. Donc j'y allais plutôt confiant et prêt à aimer le film, même si la promo quasi inexistante n'était pas très rassurante, ça voulait peut-être rien dire. Bon bah j'aurais peut-être dû me méfier en fait, parce que Wolfman, en 2 mots, c'est important, de Lee Whannell avec Christopher Abbott et Julia Garner, c'est sans doute jusqu'ici ma plus grosse déception de l'année. Le film s'inscrit directement dans une sorte de réalisme. Un carton de texte nous dit qu'en 95, un randonneur a disparu dans les montagnes d'Oregon et aurait chopé une maladie qu'on appellerait le visage du loup. Le prologue est plutôt réussi, on suit une partie de chasse entre un père et son fils. Le père est très nerveux, très protecteur, puisqu'il sait que quelque chose de dangereux rôde dans la forêt. Le gamin voit une forme humanoïde dans la lunette de son fusil, il y a de la tension, la mise en scène un peu stylisée passe bien, et puis cut, on se retrouve une vingtaine d'années plus tard, le gamin en question a bien grandi, a sa petite famille, une femme qui bosse beaucoup, le couple n'est pas particulièrement en forme, et une fille dont il est très proche. Fille qu'il veut protéger à tout prix des dangers extérieurs. Vous sentez venir le thème principal du film ? Il vient d'apprendre que son père, avec qui il avait coupé les ponts, est décédé, et tout le monde se rend en Oregon pour récupérer ses dernières affaires, tout en essayant de ressouder un peu la famille. À peine arrivés, ils se font attaquer par une créature bizarre, Blake, donc le personnage principal, se fait griffer par ladite créature, et ils partent se barricader dans la maison du père. À partir de là, le déroulé est évident, le mec va commencer à se sentir pas très bien, et suite à l'écran. Je vais pas vous raconter la fin non plus. De base, ça aurait pu être très cool. Whannell n'en fait pas un film de loup-garou à proprement parler, pas besoin de pleine lune, pas de transformation rapide, non. Il opte pour quelque chose de beaucoup plus lent. Petit à petit, ses capacités vont évoluer, son corps va changer, il y a des trucs qu'il ne va plus savoir faire, mais à la place, il va par exemple avoir une ouïe ultra développée. On n'est pas loin de La Mouche de Cronenberg en fait. Si dans Invisible Man, Whannell parlait réellement de la violence conjugale, ici, plusieurs thématiques se détachent. La violence masculine déjà, transmissible comme une maladie, peu importe qu'on essaie de s'en défaire, ce sera toujours là, prêt à surgir dès qu'on baisse la garde. Mais aussi, et c'est pour moi pas assez développé, les difficultés dans un couple qui se délite. De personnes qui vont alors, qu'elles s'aiment, tellement s'éloigner qu'elles finissent dans 2 mondes différents, et n'arrivent même plus à se comprendre, ne parlent plus la même langue. Cette impossibilité de communiquer est très bien retranscrite dans le film par la mise en scène qui va justifier par la transformation de Blake, qui est une sorte de barrière de la langue entre les 2 personnages. Donc il y a des bonnes idées. Alors, où est-ce que ça foire ? Partout ailleurs. Avoir des bonnes idées et bien les utiliser, ce sont 2 choses différentes. Et ici, faut bien dire qu'une fois ces idées établies, le film n'a pas grand-chose à apporter de plus. L'écriture est assez calamiteuse, pas subtile du tout. Je connaissais pas les acteurs et ils ne m'ont pas convaincu, sauf peut-être Christopher Abbott, à partir du moment où il arrête de parler. Il réussit à avoir une détresse dans le regard qui fonctionne plutôt bien. Et puis surtout, bordel, on voit rien. Ils sont dans une maison, dans les bois, et souvent, la lumière est éteinte. Autant vous dire que parfois, pour déchiffrer ce qui se passe, c'est compliqué. Et c'est dommage, parce que l'ouverture était vraiment bien foutue visuellement, et l'Oregon, c'est assez époustouflant au niveau décor. Mais non, on passe presque tout le film à l'intérieur, de nuit, et vous allez me dire, évidemment que c'est de nuit, c'est un film de loup-garou. Et je vous répondrai qu'on n'est pas vraiment face à un loup-garou, que le prologue se passe pendant la journée, et que donc c'était pas une excuse. Mais bon, c'est plus facile de bosser des effets spéciaux quand le spectateur va les voir qu'à moitié, hein ? Et pour couronner le tout, c'est sans doute le film le plus prévisible que j'ai vu depuis longtemps. Tout est sur des rails, rien ne va surprendre. Pour vous dire, après 30 minutes, je savais exactement quel allait être le dernier plan du film. Et je me suis pas trompé. Non, vraiment, c'est dommage. Mais côté loup-garou, on vient d'annoncer que Robert Eggers allait faire un film de lycanthrope au XVIe siècle. Je l'annonce déjà, ce sera mieux que celui-ci. Wolfman était donc le pire film que j'avais vu cette année. Mais, pour paraphraser Homer Simpson, c'était le pire film de l'année, pour l'instant. Parce que 3 jours plus tard, j'ai été voir Baby Girl d'Alina Rain avec Nicole Kidman. Je suis pas un immense fan de Nicole Kidman, mais je trouve qu'elle dégage quelque chose. Pour utiliser un terme à la mode, elle a une aura, celle d'une grande actrice classique, d'une star. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça m'avait frappé quand j'avais redécouvert les autres d'Amenabar. Alors l'idée qu'elle vienne, entre guillemets, se mettre en danger dans un genre de thriller érotique à base de tromperie et de domination, produit par A24, entouré par Harris Dickinson et Antonio Banderas, et en plus, en ayant chopé le prix de la meilleure actrice au Festival de Venise, franchement, ça donnait envie. Puis j'ai vu le film, et c'était pas très bien. Genre vraiment pas très bien. Hey, how'd you get that dog to calm down? I gave it a cookie. You always have cookies on you. Why do you want one? Romy, campé par Nicole Kidman, a, on peut dire, réussi sa vie. CEO d'une grosse entreprise de tech, marié à Antonio Banderas,
Des enfants, une grande maison, tout va pour le mieux, sauf qu'elle s'emmerde au lit. Et oui, Antonio, il est tout gentil, tout doux, tout attentif à elle, et elle, c'est pas ça qui l'a fait grimper au rideau. Alors quand elle voit un jeune gars réussir à dompter un chien énervé dans la rue, et qu'en plus, le gars s'avère être l'un de ses nouveaux stagiaires, ça lui fait quelque chose. Parce que oui, dans cette allégorie, la chienne, c'était elle. Ah non, mais la subtilité, c'est pas le truc de Baby Girl, hein, ça c'est clair. Va s'en suivre un petit jeu de séduction qui va vite tourner en relation dominant-soumise, rôle auquel elle n'est que très peu habituée, puisqu'on le rappelle, elle est directrice d'une compagnie, et donc elle domine dans un sens tous les autres employés. Si je veux être gentil, je dis donc que c'est pas très subtil. Si je dis ce que je pense vraiment, j'ai trouvé le film complètement con. C'est écrit avec des moufles, ça ne démarre jamais réellement parce que le personnage de Kidman hésite en permanence, ne se laisse finalement que très peu dominer alors que c'est censé être son truc, et on se retrouve devant une étude de personnage qui s'avère ne pas avoir quoi que ce soit d'intéressant. Tant toutes les pistes de réflexion sur le pourquoi elle se comporte comme ça sont avortées les unes après les autres. Et puis la fin, ses implications sur la mentalité qu'a acquis Romy, et ce montage alterné, sérieux, si j'avais pas été dans une salle de cinéma, je pense que j'aurais éclaté de rire. Un film sur le plaisir féminin, pourquoi pas ? Une réflexion sur le pouvoir et ses dérives, je veux bien, mais là, en l'état, Baby Girl, c'est juste un encéphalogramme plat qui ne risque pas d'exciter grand monde. Baby Girl a donc vite remplacé Wolfman comme pire film de l'année, mais ça va pas durer, vous allez voir. Alors j'espère que vous êtes souple, parce qu'avec le film suivant, on va faire un grand écart que je déconseille si vous n'êtes pas bien échauffé, puisqu'on va partir en voyage en Pologne avec deux cousins juifs de New York, voyage dans le pays de naissance de leur grand-mère qui vient de décéder. Et si je vous dis juif, Pologne et grand-mère, logiquement, vous avez connecté les points, évidemment. Au-dessus de ce voyage plane l'ombre de la Seconde Guerre mondiale. We completely cut ourselves off from anyone else's true pain. Why are you doing this? Oh man, you used to feel everything. A Real Pain de Jesse Eisenberg, avec lui-même et Kieran Culkin, qui a pris un Golden Globe pour le rôle et est bien parti pour choper l'Oscar qui va avec, c'est son deuxième film en tant que réalisateur, et il s'attaque peut-être inconsciemment à un gros morceau, parce qu'en 1h30, revenir sur les traumas de la guerre en Pologne, les déportations, les camps et le reste, tout en dressant le portrait d'un personnage dépressif, c'était pas gagné d'avance. Et malgré tout, je trouve qu'il s'en sort avec les honneurs. Ce Real Pain du titre a pour moi une triple signification. Déjà, dans le langage courant en anglais, dire de quelqu'un qu'il est une Real Pain, ça peut vouloir dire qu'il est insupportable, comme l'est par moments le personnage de Culkin. Mais Real Pain, c'est aussi une vraie douleur, celle que ressent le personnage, très affecté par le décès de sa grand-mère, et même avant ça, un peu perdu dans sa vie, et c'est surtout la vraie douleur, la vraie horreur qu'ont vécu des centaines de milliers de personnes, il y a plus de 80 ans, sur les terres qu'ils sont en train de fouler. Comme je le disais, Eisenberg parvient à trouver un bel équilibre dans son écriture, sans tomber dans le pathos alors qu'on a quand même une visite de camp de concentration, sans tomber dans les clichés au niveau de ces deux personnages principaux qui ont une vraie bonne alchimie et dont les caractéristiques parleront à beaucoup de monde. En gros, les deux ont plus ou moins le même âge, ont grandi ensemble, étaient très proches quand ils étaient enfants et ados, mais ont fini par être éloignés par la vie parce que l'un, Eisenberg, a une vie stable avec une femme, un fils et un job, et que l'autre est toujours un grand ado, au chômage, qui vit encore dans la famille, qui fume des joints et globalement se fait rouler dessus par la vie. Encore plus depuis que sa grand-mère est décédée. Et des dynamiques pareilles, on en connaît, parfois on est même concerné. En tout cas ici, j'ai trouvé les deux personnages très bien écrits, en particulier Culkin bien sûr, le plus exubérant des deux, montagne russe émotionnelle, parfois adorable avec tout le monde, essayant peut-être de donner aux autres l'empathie et la gentillesse qu'il n'arrive plus à s'offrir à lui-même, parfois beaucoup plus critique, cynique et désagréable, souvent à raison finalement, mais manquant de tact. Il va dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, s'indigner de choses que la plupart laissent passer sans trop réfléchir, et malgré tout laisser une empreinte positive sur le groupe. Parce que oui, ce voyage, ils ne le font pas juste à deux. C'est un voyage organisé, donc il y a plusieurs autres personnages avec qui ils peuvent interagir. C'est tendre mais parfois cinglant, c'est drôle et émouvant, ça reste un peu scolaire pour réellement être un grand film mémorable, mais au milieu de tout le reste, c'est un assez bon film que je vous conseille si vous êtes en Belgique, et si vous m'écoutez depuis la France, gardez le conseil en mémoire, le film débarque chez vous fin février. On en a fini avec les sorties du 15 janvier, je n'ai malheureusement pas pu voir le 4ème mur avec Laurent Lafitte, qui ne passait pas dans ma région, mais j'essaierai de le rattraper quand il sera en VOD, et sans transition, on passe aux sorties du 22, et est-ce que vous saviez que Mel Gibson avait sorti un nouveau film ? Et que c'est une catastrophe. Alors oui, vraiment désolé pour le suspense, mais fallait que je le dise tout de suite, oubliez Wolfman, oubliez Baby Girl, le vrai pire film de l'année pour l'instant, c'est bien Vol à haut risque de Mel Gibson, avec un Marky Mark Wahlberg en gros sur l'affiche, alors qu'il n'a pas le rôle principal. Sérieux, entre ça et le titre de merde, on est vraiment pas loin de ces films fauchés qui te font croire que c'est un film avec Travolta ou Bruce Willis, alors qu'ils sont dans genre 2 scènes, mais je digresse déjà beaucoup trop, on se fait un petit coup de bande-annonce et je vous explique tout ça. Y'all need a pilot? Psycho killer.
Qu'est-ce que c'est? Vous voyez ces films de plateforme nuls, réalisés par un yes man qui essaie juste de manger, et généralement portés par une star qu'on va finalement pas beaucoup voir. Ces films dont on parle 2 jours, puis qui sont oubliés quand l'algorithme décide de mettre autre chose à la place. Maintenant, imaginez ça, en salle, et réalisé par un mec qui, si on met de côté sa vie personnelle et le fait qu'il ait produit Sound of Freedom, avait une filmo vraiment solide derrière la caméra. Braveheart, Apocalypto, Tu ne tueras point, et on pense ce qu'on veut de la Passion du Christ, mais il y avait quelque chose, il y avait du cinéma. Du cinéma avec beaucoup de sang et un Jim Caviezel qui en fait des tonnes, mais il y avait de l'envie quoi. Putain d'ailleurs son prochain film annoncé c'est La Passion du Christ 2, Résurrection, chapitre 1. Il y a un monde où il a fait vol à haut risque uniquement pour financer ça. Hein. Et au vu des premiers chiffres au box-office, c'est plutôt mal parti. Mais donc, Gibson réalisateur, souvent c'est prenant, c'est épique, il y a un vrai souffle, un travail visuel. Ici, ah non, absolument rien de tout ça. En gros, on suit une US Marshal qui doit ramener un criminel, plus exactement l'ancien comptable d'un ponte de la mafia, pas forcément un gars dangereux quoi, depuis un coin reculé d'Alaska où le mec était planqué. Pour ça, ils prennent un petit avion pour aller jusqu'à Anchorage, une plus grande ville d'Alaska d'où ils pourront rentrer sur New York. Sauf que le pilote, Daryl, joué par Marky Mark, c'est un tueur à gages doublé d'un pervers, et nos deux héros, disons, vont devoir lutter pour leur survie contre Daryl, mais aussi en essayant de pas cracher l'avion, de préférence. Ça aurait pu être pas mal, hein, mais non. Tout est raté. Les 2 acteurs principaux ne sont pas loin d'être mauvais. Michelle Dockery, que je connais mal, galère un peu, en fait trop, et Topher Grace, qu'on connaît surtout pour avoir été le Eddie Brock de Spider-Man 3, est une sorte de trou noir à charisme. Ok, il joue un comptable, mais quand même, une présence à l'écran, c'est pas mal quand on est au cinéma en général. Ajoutez à ça une écriture cataclysmique, un film qui va à son terme uniquement parce que les 3 personnages font tous, à un moment ou à un autre, des choix débiles, une backstory ridicule à la Marshall pour essayer de lui donner un peu de consistance et des raisons de lutter à ce point pour essayer de sauver un criminel, des histoires de corruption à la tête du département, un twist qu'on a vu venir à des kilomètres et des visuels archi pauvres, on a le pire film de la carrière de Gibson en réalisateur et de loin. Et après tout ça, je vais pas la dévoiler, mais la dernière scène du film, le dernier plan, est littéralement hilarant. On dirait qu'il manque une scène, il y a un contre-champ qu'il fallait faire, mais ils ont manqué de temps. Quelqu'un est arrivé et a dit on est à 1h25, faut finir le film, envoyez le générique. Je ne m'explique pas cette fin, et comme pour Baby Girl, si je l'avais vu chez moi, j'aurais explosé de rire. Mais c'est tout ce qu'il y a de drôle, hein. Bon ok, peut-être le cabotinage de Wahlberg, et encore, n'y allez pas en pensant que vous allez voir un nanar marrant, non, c'est juste nul. On sent bien passer les 1h30, ne perdez pas votre temps avec ce truc. Donc avec tout ça, même avec Flow et A Real Pain, ces 2 semaines c'était plutôt compliqué. Mais heureusement, j'ai terminé mes visionnages par une double séance lundi après-midi, avec Maldoror et Better Man. Maldoror, ou le dossier Maldoror en France, c'est le dernier film de Fabrice Dubels, réalisateur belge à qui on doit Calvaire, Adoration, Inexorable, Alléluia et d'autres, un réal qui aime s'aventurer dans le genre, mais qui cette fois-ci va nous dépeindre à sa façon une sordide affaire d'enlèvement de jeune fille dans la région de Charleroi. Affaire qui aura du mal à être résolue à temps à cause de guerres intestines au sein des forces de l'ordre, entre la gendarmerie et la police, chacun tirant dans les pattes de l'autre, plus occupé à essayer de tirer la couverture à eux, plutôt que de réellement s'occuper de l'enquête. Si j'ai choisi cet uniforme, c'est pour faire bouger les choses. Je veux qu'on ramène la petite à leurs parents. Maldoror est librement inspiré, bien évidemment, de l'un des événements qui a le plus choqué la Belgique ces 50 dernières années, l'affaire du trou. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous laisse faire vos petites recherches, mais pour le dire sans trop de mots qui vont effrayer les algorithmes, Dutroux et différents complices, dont sa femme, vont enlever plusieurs fillettes et adolescentes dans les années 90, les séquestrer, abuser d'elles, et toutes n'en ressortiront pas vivants. Dutroux sera arrêté en 96, et après une évasion de quelques heures en 98, sera condamné à perpétuité en 2004. Il est donc encore aujourd'hui incarcéré à la prison de Nivelles, et ose se plaindre régulièrement de ses conditions de détention. Ça pourrait être ironique si c'était pas aussi infâme. Je suis né en 91, j'étais donc très jeune au moment des faits, mais pourtant je me rappelle bien de cette peur qui avait envahi le pays, de la paranoïa des parents qui expliquaient à tous leurs enfants qu'il ne faut pas suivre les inconnus, ne pas leur parler, etc. Encore aujourd'hui, dès qu'on parle de Julie et Mélissa, les 2 premières kidnappées, tout le monde en Belgique sait de qui on parle. Mais ce qui nous importe, c'est qu'est-ce qu'il en fait, Fabrice Dubels. Déjà, une assez bonne reconstitution de la Belgique des 90s, je suis pas du tout de la région de Charleroi, donc en soi, aucune idée de si la ville ressemblait à ça à l'époque, mais il y a plein de détails comme les journaux, les logos des chaînes télé, la façon dont les gens sont habillés et comment ils parlent, qui me renvoie directement à mon enfance. On va suivre le gendarme Paul Chartier, jeune gars qui vient de se marier et est prêt à tout pour faire régner la justice à sa façon. Présenté comme défiant l'autorité et ayant un penchant pour la violence dès la scène d'intro, il va se mettre en tête de retrouver les filles, principalement les premières enlevées, ce qui va le mener à faire partie de l'opération Maldoror, opération secrète de surveillance. Je vais rien révéler de la suite,
Que vous connaissiez ou pas l'affaire, de toute façon, même si beaucoup de points sont similaires à la réalité, on va retrouver des personnages qui représentent Michel Martin, Michel Lelièvre ou Michel Nioul, mais Duels, vous le verrez, prend quelques libertés. Le casting est très bon, surtout Anthony Bajon dans le rôle principal, complètement hanté, bouffé par ses disparitions, ce qui va petit à petit l'éloigner de tout ce qui l'entoure. On retrouve un Sergi Lopez bien flippant en Marcel Dedieu, double de Dutroux dont il a même gardé les initiales, puis Béatrice Dalle, Loubna Azabal, Jackie Berroyer, Alexis Manenti et Alba Gaia Bellucci qui retrouve Duels après Inexorable, et joue ici la femme du gendarme. Gros casting donc. Faut s'accrocher, ça dure 2h30 et ça soulève des thématiques sensibles, mais j'ai trouvé ça très bien rythmé, et pour les amateurs du genre, ou ceux que l'affaire Dutroux intéresse, ça mérite un visionnage. Et on va passer d'une région pourrie de Belgique à une région pourrie d'Angleterre, Stoke-on-Trent, où est né un certain Robert Williams qui explosera dans les années 90 et début 2000, bien évidemment en changeant un peu son prénom. C'est un film que j'attendais beaucoup, c'est Better Man, un biopic musical sur Robbie Williams avec un singe en CGI dans le rôle principal. I'm Robbie Williams. I'm one of the biggest pop stars in the world. This is my story. J'ai l'impression de beaucoup raconter ma vie aujourd'hui, mais c'est sans doute important pour la suite. Robbie Williams, perso, j'aime bien. Ma mère écoutait ses CD dans la voiture, on avait le DVD de l'immense concert à Nebworth, donc ces gros tubes, je les ai entendus pas mal de fois. Et ouais, il y a quelques sons que j'aime beaucoup, pas des trucs que je vais écouter tous les jours, mais une fois de temps en temps, ça fait plaisir. Pour préparer le visionnage, j'avais aussi maté la mini-série documentaire qui lui est consacrée sur Netflix. C'est plus ou moins 4 x 50 minutes, et c'est la formule classique Netflix. C'est bien monté, bien rythmé, les fins d'épisodes donnent envie de voir la suite, et ça résume, je pense, pas trop mal la carrière du bonhomme, qui, on le rappelle, a été découvert dans un boys band, Take That, avant que son comportement et ses diverses addictions forcent le groupe à se séparer de lui. Après, il est présent dans le docu, il réagit à plein de vidéos, et même s'il s'ouvre sur ses problèmes avec la drogue et l'alcool, tout ça est assez contrôlé, je pense. Il aime beaucoup dire qu'il est un connard, mais l'image que renvoie le docu, au final, c'est celui d'un père aimant qui a réussi sa vie. Je n'attendais pas trop du film qu'il soit plus hardcore, puisque Williams est également très impliqué dans la production, qu'il est même le narrateur, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Better Man se concentre sur un aspect qui n'est pas du tout évoqué dans le documentaire, sa vie familiale, et en particulier son rapport avec sa grand-mère, très importante pour lui, et son père, chanteur dont la carrière n'a jamais décollé, grand fan de Frank Sinatra, que Robbie idolâtrait. Ce père qui les abandonnera quelques années avant de revenir, évidemment, quand son fils commencera à avoir du succès. Les biopics musicaux, on en a vu plein ces derniers mois. On peut remonter jusqu'à l'horrible Bohemian Rhapsody, mais même plus récemment, Bob Marley, Amy Winehouse, Charles Aznavour, dans quelques semaines Bob Dylan, on est vraiment submergé. Et au milieu de tout ça, on avait eu Rocketman, sur Elton John. Honnête, visuellement travaillé, avec une bonne intégration des morceaux, pas juste « Ah, on est en telle année, il vient d'écrire telle chanson donc il faut qu'on la case maintenant ». Non, il y avait des idées de réal, des idées narratives derrière. C'était fait intelligemment. Et c'était clairement le meilleur du lot. Alors si je vous dis que Better Man reprend le même procédé, nous offre des scènes musicales folles qui se foutent de la chronologie, mais qui sont là pour appuyer l'état mental et émotionnel du personnage, vous comprenez assez facilement que pour moi, Better Man, c'est un grand oui. Et pour vous dire à quel point il se fout de la chronologie, dites-vous qu'il chante Phil quand il est enfant, et Rock DJ quand il est avec Take That. Séquence de Rock DJ en faux plan séquence sur Piccadilly, vous l'avez peut-être vu passer parce qu'elle est déjà dispo sur YouTube, il y a une énergie dingue et pourtant c'est pas la meilleure utilisation d'une chanson dans le film. Non, pour moi c'est Angel. Superbement utilisé et qui m'a donné la chair de poule. C'est aussi un biopic, faut le savoir, incomplet. Évidemment, on pouvait pas faire un truc complet puisque Robbie Williams n'est pas mort, mais même, le film commence dans les années 80 quand il est gamin et se termine globalement début 2000. Avec d'ailleurs, si je dois trouver quelques défauts, un final un peu rushé et 15 dernières minutes qui veulent beaucoup en dire pour arriver à une fin satisfaisante, c'est un peu dommage. Oh, et pour le singe, c'est juste parce que Robbie Williams s'est toujours trouvé moins évolué que les autres, et puis ça ajoute une originalité. Puis il faut dire que Williams n'est pas hyper connu aux États-Unis, et enfin, comme ça, fallait pas se casser la tête pour trouver un acteur qui lui ressemble un minimum. Un singe qui est bluffant de réalisme, on est au niveau de ceux de la planète des singes, si pas un peu au-dessus, et passé les 2 premières minutes, on accepte que c'est Robbie Williams, et ça ne dérange jamais. Ce sera pas le film de l'année, mais si vous aimez les comédies musicales, et encore plus si vous aimez Robbie Williams, allez me mater ça en salle. Le film se plante partout, a coûté 110 millions de dollars et va clairement jamais rembourser son budget, hein, je peux vous le dire, j'étais seul dans la salle hier, donc allez le soutenir un peu, franchement, il le mérite. The story starts. Vous en prendrez bien un dernier pour la route ? Allez, alors on va parler rapidement d'une série, la première pour ce podcast, avec À l'aube de l'Amérique, sur Netflix. Une série western avec dans les rôles principaux Betty Gilpin, qu'on a vu dans American Gods ou surtout Glow, la super série sur le catch féminin, et 2 mecs qui ont bien du mal à se faire des carrières après avoir été en tête d'affiche de gros bids, Taylor Kitsch, le John Carter de John Carter, catastrophe financière chez Disney, mais film plutôt sympa en fait,
et Jay Courtney, fils de John McClane dans le 5e Die Hard, Kyle Reese dans Terminator Genesis, Captain Boomerang du Suicide Squad de David Ayer. Ouais, entre 2013 et 2016, ses choix de carrière se sont rarement avérés payants. Et en vrai, on peut même ajouter à cette liste Dane DeHaan, le Harry Osborn des Amazing Spider-Man, et surtout le Valérian de Luc Besson. Un casting qui pourrait donc faire peur, mais ces trois-là, tu les balances dans la boue, dans la neige, la violence, tu leur écris des vrais personnages, tu les abîmes un peu, t'en fais des vraies personnes maltraitées par la vie au lieu de vouloir en faire des beaux gosses stars de cinéma, ben ça fonctionne tout de suite beaucoup mieux. Sérieux, ils sont tous les trois excellents. Et Betty Gilpin aussi, mais j'avais moins de doutes sur elle. On est en 1857 pendant la guerre de l'Utah, et c'est le bordel. Tout le monde veut tuer tout le monde, il y a des mormons, des natifs, des soldats, des chasseurs de primes, et des pauvres civils qui tentent de survivre à tout ça. Prenant comme point de départ un vrai fait historique, le massacre de Mountain Meadows, où quelques 120 migrants qui voulaient aller en Californie se sont fait tuer par une alliance Paiute-Mormon, à l'aube de l'Amérique se déploie dans la violence et le sang, et pendant 6 épisodes, on va suivre différents groupes qui vont se croiser, arriver à leur fin ou pas, le tout dans un réalisme assez haletant. C'est un détail, mais j'ai jamais vu des flèches aussi impactantes que là-dedans. Généralement, les flèches ça arrive doucement, tu peux les éviter, ou même si elles se plantent dans ton épaule, tu la casses et t'avances. Ici, tu te prends une flèche, c'est bon, hein, t'es parti pour rejoindre George Washington. C'est donc vraiment pas mal, il y a évidemment quelques longueurs, mais c'est plus ou moins 6 x 45 minutes, c'est sur Netflix, et si vous aimez l'ambiance western, ça devrait vous plaire. C'est tout pour aujourd'hui, j'ai presque rattrapé mon retard, à mon avis, on se retrouve mardi prochain parce que je vais avoir un week-end trop chargé que pour sortir un podcast dimanche, mais on arrive en février et je suis quasiment à jour, ça va le faire. Oh, et j'avais dit que je parlerais de Blier et j'ai pas oublié, putain ça rime, c'est incroyable. J'ai vu quelques-uns de ces films, j'ai déjà pas mal de trucs à dire, mais ce sera pour la semaine prochaine, j'ai encore 2-3 films à voir. Allez voir Flow, allez voir A Real Pain, allez voir Maldoror ou allez voir Better Man, allez au cinéma, on se retrouve dans une semaine, à très vite, ciao.